Il y a 3 mois, j'ai acheté un Canon EOS R. Moins de 1 mois plus tard, j'en ai acheté un deuxième pour travailler avec 2 boîtiers identiques. Mon nom est Francis Bachon, je suis photojournaliste et je vais vous dire ce que j'aime et ce que je pourrais moins aimer du Canon EOS R, leur premier vrai mirrorless. Alors, premier vrai mirrorless, oui, ils en ont fait avant les Canon des mirrorless, mais c'est le premier vrai appareil sans miroir sérieux que Canon lance sur le marché, le premier qu'on peut vraiment utiliser de façon professionnelle. Lorsque j'ai eu à changer mes Canon 6D, j'ai dû me demander est-ce que j'achète le 5D Mark IV ou est-ce que j'achète le EOS R, qui aurait été donc ma premier sans miroir. J'ai regardé beaucoup. J'ai lu beaucoup, j'ai parlé avec d'autres photographes qui avaient commencé à utiliser le R et je me suis assuré d'avoir une garantie de remboursement de 30 jours de la part du magasin où je l'ai acheté. Mais après quelques jours d'utilisation, je savais que j'allais le conserver et que j'allais l'aimer. Le sans miroir de Canon, le R, c'est un appareil qui est complètement nouveau et qui est assez déstabilisant la première fois qu'on le tient en main et la première fois qu'on veut l'essayer. J'avais un gros contrat qui s'en venait, plusieurs journées de shooting avec une organisation et j'ai passé la semaine au complet avant de faire mon contrat, à l'essayer, à faire plein de choses, à shooter mes enfants, ma conjointe dans le salon en écoutant la télévision, à le mettre à ma main, parce que c'est ça qui est le plus important quand on passe au sans miroir, en tout cas celui de Canon, c'est que c'est une caméra qui est extrêmement personnalisable, et il faut le mettre à sa main, il faut le personnaliser pour qu'il puisse devenir l'extension de notre corps et qu'on puisse aller jouer, changer les settings lors d'un shooting sans regarder la caméra. Et c'est ça qu'elle permet. D'autant plus qu'il n'y a pas de viseur sur cette caméra-là. Ça ici, c'est pas un viseur traditionnel, c'est un écran d'ordinateur qui est placé dans le viseur. Donc, il y a 2 écrans et on peut en tout temps utiliser l'écran arrière ou l'écran qui se trouve dans le viseur. Toute l'information qu'on retrouve ici, qu'on peut voir là, on peut la voir dans le viseur et ça fait partie des choses qu'il va falloir configurer. Il faut donc passer du temps. RTFM, Read the Fucking Manual. Si vous voulez avoir une caméra que vous allez sortir de la boîte et utiliser immédiatement, oui, vous allez pouvoir, mais vous allez probablement sacrer après la caméra parce qu'elle ne sera pas configurée selon vos besoins à vous. Vous devez prendre le temps de lire le manuel, au moins de passer à travers les différentes fonctions et de voir qu'est-ce que ça fait et vous dire, OK, ça, dans ce que je fais, comment je pourrais optimiser ce setting-là, est-ce que je devrais l'activer ou non, à quel niveau je devrais le mettre, il faut absolument le faire. Tout est personnalisable, il faut prendre le temps de le personnaliser. J'ai des besoins particuliers en tant que photojournaliste et j'ai entièrement personnalisé ma caméra pour que je puisse changer tous les settings dont j'ai besoin sans jamais que la caméra quitte mon œil. Par exemple, j'ai souvent à passer d'un mode de focus à un autre. Est-ce que je veux que ce soit un one-shot ou je veux que ce soit un follow? Alors, j'ai mis que sur ce bouton-ci, je passe rapidement de un à l'autre. Il y a un œil magique ici. Cet œil magique-là fait que la caméra, l'écran, c'est lui qui est actif. Puis quand on porte la caméra à notre œil, cet écran-là se ferme et vient se mettre dans le viseur, dans l'écran du viseur. Il y a un délai de 1/10 de seconde. Si vous faites de studio, c'est pas grave. Et moi, en tant que photojournaliste, parfois, j'ai à réagir extrêmement rapidement et ce 10e de seconde-là, ça pouvait être trop. Donc, j'ai configuré ce bouton-là qui fait que, en cliquant, en pesant, je peux le forcer à aller à un écran ou à l'autre. Alors, je peux être en situation d'attente et mettre l'écran dans le viseur, et aussitôt que j'ai à prendre une photo, je prends ma caméra et voilà, je suis automatiquement dans le bon écran. Vous pouvez aussi configurer cette barre de fonction-là. Ça n'existait pas avant sur les caméras Canon. Maintenant, on a cette nouvelle fonctionnalité-là et vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Alors moi, j'ai configuré cette barre-là pour changer la méthode
d'autofocus. Est-ce que c'est un point? Est-ce que c'est la détection du visage? Est-ce que c'est un gros carré? Etc. Donc, je peux aller chercher cette barre-là, la faire glisser pour changer le mode autofocus. Vous pouvez mettre votre ouverture, vous pouvez mettre votre ISO, vous pouvez mettre à peu près n'importe quoi. C'est selon vos besoins, c'est selon ce que vous avez besoin. Le fait qu'il n'y ait pas de miroir sur la caméra fait qu'on peut prendre des photos de façon absolument silencieuse. Mais absolument silencieuse. Si vous travaillez comme photographe de mariage et que le clac-clac que fait votre caméra lorsque vous prenez une photo vous dérange, ou en fait dérange les invités du mariage, le fait d'avoir une caméra sans miroir, c'est extraordinaire parce que la caméra ne fait aucun son. Il faut même qu'il y ait comme un petit signal visuel dans l'écran pour que vous sachiez que la photo a été prise. Un petit détail important, par exemple, la première fois que j'ai utilisé cette fonctionnalité-là en assignation, ça avait bien marché quand j'étais dans mon salon et que je l'essayais. La première fois que je me suis retrouvé en assignation, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir des bandes qui apparaissaient de façon horizontale dans ma photo. J'ai immédiatement fait des recherches. Ce n'est pas un problème que les Canon EOS R ont ou que ma caméra particulièrement avait. Ça peut apparaître sur toutes les caméras sans miroir. Ça va dépendre du type d'éclairage. En éclairage naturel, aucun problème. En éclairage artificiel, ça va dépendre de l'éclairage, ça va dépendre de la vitesse que vous utilisez. Donc, si vous avez absolument besoin d'utiliser le mode silencieux et que vous êtes en lumière artificielle, bien, changez la vitesse jusqu'à ce que vous ne voyez plus ces bandes-là apparaître. Un autre élément qui est entièrement nouveau sur cette nouvelle ligne d'appareils sans miroir de Canon, c'est qu'ils ont changé le type de monture pour les objectifs. Maintenant, ce sont des objectifs RF qui sont utilisés sur ces caméras-là. Et c'est les nouveaux objectifs-là, donc ils sont en train de construire une nouvelle gamme d'objectifs. Et vous pouvez utiliser ces objectifs-là sur le EOS R, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez acheter, en fait maintenant, quand vous achetez le R, maintenant, ils vous fournissent automatiquement un adaptateur. Donc, c'est ça ici. L'adaptateur permet d'utiliser tous vos lentilles que vous avez, autant pour les appareils photo avec un crop que les appareils standards. Donc, si vous utilisez un Canon Rebel et vous avez acheté des objectifs EF ou EFS, aucun problème, vous pouvez utiliser les deux. Donc, ça permet d'utiliser tout votre parc d'objectifs que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'investir sur de nouveaux objectifs. Évidemment, si je continue sur ces boîtiers-là à long terme, lorsque mes lentilles vont briser, que je vais devoir en acheter des nouveaux, je vais probablement passer à la nouvelle gamme d'objectifs. Mais d'ici là, je n'ai pas besoin d'investir autre chose que ma caméra. Il y a 4 types d'adaptateurs que vous pouvez acheter. Celui qui fournissent de base, ben, ça permet juste de connecter vos objectifs que vous avez déjà. L'adaptateur que moi j'ai acheté vient avec le 3e anneau. Sur ces nouveaux objectifs que Canon développe, la nouvelle monture, il y a maintenant 3 anneaux. On est habitué d'en avoir 2, un pour le zoom, un pour la mise au point, et il y en a maintenant un 3e que vous pouvez personnaliser, encore une fois, et mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé que mon ISO serait ici, ce qui fait que je peux travailler et changer mon triangle d'exposition sans jamais avoir à quitter sans jamais à ce que la caméra quitte mon œil. Donc, je peux prendre des photos, je change mes vitesses, je change mon ouverture, je change mon ISO. Donc, c'est absolument merveilleux. Dans moi, ce que je fais, j'ai souvent à changer l'ISO rapidement lorsque je suis en situation de reportage. Peut-être que vous n'avez pas besoin de faire ça. Si vous n'avez pas besoin, vous mettez une autre fonction que l'ISO et voilà, la caméra est extrêmement configurable. Vous devez la mettre à votre main. Le 3e et le 4e adaptateur que vous pouvez acheter, il y a premièrement un adaptateur avec filtre ND intégré. Donc, plutôt que d'avoir des filtres ND que vous achetez individuellement, que vous devez avoir différentes grosseurs en fonction de la grosseur de votre objectif, bien, maintenant, le filtre ND va venir se placer ici,
entre le boîtier et l'objectif. Et ça, c'est merveilleux. Ils sont variables de 1 à 9, si je me souviens bien. Ça, c'est extraordinaire. Et vous pouvez aussi acheter le même principe, un filtre qui vient entre votre caméra et l'objectif. Mais ça va être un filtre polarisant. Je n'ai pas essayé aucun des deux. Je ne sais pas à quel point ils sont bons, que ça fonctionne bien. Mais si vous faites la photo de paysage, absolument merveilleux. Vous savez comment c'est plate de devoir acheter du polarisant pour différents objectifs. Et si vous faites beaucoup de vidéos à l'extérieur, ben là, vous pouvez avoir des filtres ND qui sont juste ici, que vous pouvez facilement passer de 0 jusqu'à 9. Et si vous faites aussi de la photo de paysage, ben, du filtre ND pour faire en plein jour des effets de filet, ça peut être extrêmement intéressant. Au niveau de l'autofocus, c'était un gros problème que j'avais avec mes anciens 6D. L'autofocus n'était pas très bon, surtout en basse lumière. Il n'était pas très rapide, pas très précis. Et j'avais un nombre très limité de points d'autofocus que je pouvais choisir. Ce problème-là que j'avais est complètement disparu avec le R. L'autofocus est extrêmement rapide et extrêmement précis. Et il y a plusieurs centaines, je pense que c'est aux 2000 points de focus différents que vous pouvez choisir. L'écran au complet est un point de focus. Vous pouvez choisir n'importe quelle zone dans votre écran, ça peut devenir un point de focus. C'est vraiment spécial à utiliser, c'est vraiment le fun à utiliser et vous pouvez les changer super facilement. Il n'y a pas de joystick pour venir changer le point de focus. Vous n'avez pas à peser sur un bouton pour dire « Ok, je veux changer mon point de focus, bouge le point de focus ». Non. Lorsque vous avez la caméra à l'œil, l'écran ici est fermé, mais il devient comme un trackpad. Si vous avez un Apple ou si vous avez un ordinateur portable, vous avez peut-être, au lieu d'une souris, un trackpad. Donc, vous déplacez votre doigt et la souris se déplace. Même principe. Vous avez la caméra à l'œil, votre pouce vient toucher l'écran et le bouger, et instinctivement, vous allez voir, le point de focus va bouger dans le viseur de l'œil, et vous allez déposer le point de focus là où vous voulez. Donc, au lieu de choisir un point de focus comme avant, on choisit un point de focus, on fait le focus, on recompose, on prend la photo. Non, juste à faire la composition que je veux, amener le point de focus là où je le veux, et prendre la photo. Extraordinaire. Ça change complètement la façon qu'on a de travailler. Par exemple, vous êtes en situation d'une conférence de presse, vous avez un cadrage bien précis que vous voulez avoir dans votre photo et la personne se déplace à droite et à gauche. Aucun problème. Vous cadrez comme vous voulez et vous suivez avec votre pouce la personne qui se déplace. Encore mieux que ça, vous mettez le mode d'autofocus à détection des yeux et des visages. La caméra va automatiquement trouver le visage dans le cadrage, va aller faire le focus dessus et va aller suivre cette personne-là. Si la personne bouge, vous conservez votre cadrage et la caméra va suivre la personne. Elle s'avance, elle recule. Voilà, c'est ce que j'utilise probablement. Je suis en mode vidéo. J'ai activé cette fonction-là. Je m'avance, elle suit mes yeux. Je recule, elle continue à faire son autofocus de façon continue. Alors, évidemment, pour moi, pour mes capsules YouTube que je fais, extraordinaire. Pour la prise de photos, extraordinaire aussi. À quel point il est bon? Récemment, le 23 juin, j'ai photographié la Fête nationale du Québec sur les plaines d'Abraham. Donc, j'ai photographié le concert que vous avez vu peut-être à la télévision ou que vous avez assisté en personne sur les plaines. Pendant ce concert-là, on a droit au show au complet. C'est pas juste 3 chansons. Donc, j'ai fait 2 heures de show. J'ai pris peut-être 1500 photos dans l'ensemble de ma soirée. Donc, c'est en basse lumière, même si c'est éclairé beaucoup pour la télévision, quand même relativement à basse lumière. On a des artistes qui bougent constamment, qui sautent, qui se déplacent, qui courent. Donc, il fallait que l'autofocus puisse travailler. J'ai travaillé en mode détection du visage et en mode un seul point de focus où j'allais le mettre dans le visage de la personne. J'ai passé d'un à l'autre toute la soirée. Et sur les 1500 photos que j'ai prises, il y en a peut-être une dizaine qui n'étaient pas au foyer. Avec mon 6D dans le temps, j'en aurais eu plusieurs centaines qui n'auraient pas été au foyer. Donc, pour moi, c'est le jour et la nuit. Ça me permet de travailler de façon... en sachant que mes photos vont être bonnes, que j'ai juste à cadrer ce que je veux, à choisir le bon mode d'autofocus et à prendre ma photo, puis je sais qu'elle va être bonne.
Un élément important, le tracking de l'œil lorsque vous êtes en mode follow, n'était pas disponible lorsque la caméra a été lancée. Si ça ne fonctionne pas sur votre R, faites une mise à jour du firmware, je ne sais jamais comment prononcer ça, firmware. Faites la mise à jour du firmware pour que vous ayez accès à cette fonction-là. Si vous faites beaucoup de photos de sport, je n'ai pas testé le R dans ce genre de situation-là. Je prépare une prochaine capsule vidéo qui va sortir bientôt. Donc, si vous écoutez cette vidéo-là, regardez dans la description en bas. Peut-être que je vais avoir fait la capsule d'ici là, que je vais avoir mis le lien vers cette vidéo. Sinon, j'ai fait un test rapide avec mon fils en vélo. Je l'ai fait venir 3 fois en ma direction. J'ai activé l'autofocus pour voir comment il se débrouillait. J'ai pris environ 70 photos. Il y en avait peut-être 3 ou 4 qui étaient hors foyer. Il y avait quelques-unes qui étaient un peu plus soft, mais utilisables. C'est simplement que l'autofocus, mon fils allait de droite à gauche rapidement. Et l'autofocus, ben, j'avais mis un point seulement. Des fois, il accrochait le casque, des fois, il accrochait le vélo. Donc, mais la photo était utilisable quand même parce que j'avais pris une profondeur de champ, j'étais à F4 sur une 70-200. La photo aurait été utilisable si ça avait été dans un cadre professionnel. Il y en a seulement 3 qui vraiment étaient hors foyer. Donc, 3 hors focus sur environ 70 pour une vitesse à vélo, il devait aller peut-être à 20 km/h peut-être. Donc, c'est quand même pas si mauvais que ça. Mais c'était vraiment les settings de base qui viennent avec la caméra. Je n'avais pas optimisé les différents settings qu'on peut faire avec l'autofocus. Donc, avant de porter un jugement final sur la qualité de l'autofocus dans des situations de sport, en fait, je vais faire mes tests et on verra dans une prochaine capsule. Au niveau du mode vidéo, par rapport à mes 6D, c'est encore une fois le jour et la nuit, la qualité du vidéo qui sort de ça, c'est absolument extraordinaire. Les fichiers sont beaux. On peut prendre des images, si vous connaissez un peu ça, on peut prendre du C-Log en 8 bits directement dans la caméra, ou si on y va sur un external recorder, on peut le faire en 10 bits. Donc au niveau de la vidéo, extraordinaire, on peut faire du 60 images par seconde, All-E, on peut faire du 4K, 30 images par seconde, on peut faire du 120 images par seconde, mais seulement en 720p. Il y en a qui, puis en 4K, l'image est croppée énormément à 1.7. Oui, ça peut être frustrant. On peut se dire, mais pourquoi l'avoir pas fait comme il faut, pas de crop sur le 4K, puis 120 images par seconde en 1080p? Ben oui, ils auraient pu le faire, mais ils auraient dû mettre un processeur plus puissant à la caméra, puis ça aurait coûté plus cher. Alors, est-ce que j'aurais voulu payer 500$ de plus pour pouvoir avoir ces deux fonctionnalités-là? Peut-être que oui, peut-être que pas. Une prochaine caméra va pouvoir le faire. Elle va coûter plus cher. Alors, à ce moment-là, si pour vous, c'est vraiment important, bien, attendez un peu. Un prochain modèle va pouvoir le faire. Comme je le disais tantôt, l'autofocus en mode vidéo, c'est extraordinaire parce que quand je suis en mode vlog comme ça, ben, j'ai l'écran, j'ai le flip screen, je peux me regarder sur l'écran, je l'ai mis en mode détection du visage, puis je l'ai mis en mode autofocus continu, donc je peux bouger constamment et moi je vois le petit carré qui se déplace, c'est vraiment le fun. J'ai plus besoin, avant, quand je faisais des vlogs comme ça, là, je mettais une tête de flash, là où j'allais être. J'allais en arrière de la caméra, je faisais mon autofocus, je revenais ici, je déplaçais la tête de flash, je m'assoyais, puis j'espérais que je sois cadré comme il faut. Puis peut-être qu'au bout de 20 minutes d'enregistrement, finalement, la vidéo était recommencée parce que le focus était déplacé ou parce que je m'étais mal positionné dans l'écran. Là, je vois exactement ce que le vidéo final va avoir l'air. Je sais que l'autofocus se fait. Si je ne suis pas sûr, je peux rapidement regarder mon écran. Non, c'est beau, l'autofocus continue à me suivre. Alors, pour ceux qui font du vlog, c'est vraiment le fun. On peut activer ou désactiver la stabilisation de l'appareil, c'est-à-dire c'est une stabilisation qui est électronique, donc pour activer la stabilisation, on va recadrer légèrement pour donner la possibilité à la caméra de recadrer dans l'image. Elle fonctionne très très bien. J'ai pu faire des shots à la 70-200, à 200 mm, donc là c'est très long, la caméra est très instable, en mettant la stabilisation de l'objectif et la stabilisation de la caméra de façon électronique. Et à 200 mm, j'ai pu faire des shots. Évidemment, je préfère travailler avec ma gimbal, je préfère travailler sur un trépied, mais de temps en temps, avoir la possibilité de faire ça, c'est quand même assez incroyable. Et en plus, quand on vient en post-production restabiliser
ben là, on réussit à avoir une shot qui est parfaite. Des fois, on peut même avoir l'impression que ça a été prise avec un trépied. Et lorsqu'on ajoute la possibilité de faire l'autofocus avec le visage, ben, on tient notre position et même si la personne bouge de droite à gauche, l'autofocus va traquer son visage et on va pouvoir avoir à 70-200 une shot qui va être stable. Également, le son interne de la caméra est utilisable. Évidemment, c'est préférable d'utiliser un enregistreur externe, un micro externe, un enregistreur externe. Présentement, j'enregistre avec un Zoom Zoom H1. Donc, la qualité du son est bon. Mais là, je vais switcher mon H1. Et ce que vous entendez présentement, c'est le son qui sort directement de la caméra. C'est peut-être un peu écho parce que dans mon studio ici, il n'y a pas tant de décoration et le plancher est en genre de tuile. Donc, ça se peut que ce soit écho un peu. Mais oui, vous devriez utiliser un enregistreur externe, un micro externe que vous pluguez directement à la caméra ou non. Mais si vous avez besoin, contrairement aux premières caméras qui permettaient de faire du film, le son n'était pas... fallait pas utiliser le son interne. Ici, on peut, c'est une option, ça peut dépanner, ça peut faire dans certaines situations. Pour passer du mode prise de photo à enregistrement vidéo, ça peut être déroutant un peu au début. Avant, on avait simplement une switch qu'on tournait et on passait tout de suite au mode vidéo. Là, il faut faire mode, ensuite il faut faire info, et là, on peut faire le bouton 7 pour passer en mode enregistrement. Ça peut être long, on peut se dire ouais, pourquoi. C'est fait pour que ça soit plus... En fait, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé que ce soit ça, mais on peut quand même passer immédiatement en mode enregistrement vidéo. C'est juste que il faut savoir que si on pèse sur le bouton enregistrement vidéo alors qu'on est en mode prise de photo, il va immédiatement démarrer l'enregistrement vidéo, mais dans le mode C3. Alors, si vous voulez, si vous êtes en situation où vous passez rapidement de photo à vidéo, vous couvrez un mariage, vous faites des bouts de film aussi, ben, avant de commencer votre mariage, regardez l'environnement, allez dans votre mode vidéo en C3, faites les settings que vous voulez, retournez en mode photo, prenez vos photos. Quand vous avez le besoin de faire du vidéo, pèsez sur le bouton et il va automatiquement enregistrer dans le C3. Donc, par défaut, mais pas par défaut, je pense que c'est la seule façon de le faire, le bouton enregistrement vidéo, quand on le pèse alors qu'on est en mode photo, il va commencer l'enregistrement dans le mode C3. Il faut juste le savoir et aller faire les bons settings dans le C3 avant de commencer à enregistrer. Au niveau des capacités ISO, extraordinaire. Je travaille régulièrement en 3200 ISO et c'est comme lorsque j'étais à 400 ISO quand j'ai commencé à prendre la photo. C'est clean, c'est beau. Oui, il y a du bruit quand on la regarde à 100%, mais c'est tout à fait utilisable. En fait, c'est plus que utilisable. À 3200, c'est beau. C'est aucun problème. À 6400 ISO, si la lumière est belle, la photo va être belle aussi. Si on est à l'intérieur avec des lumières au plafond tungstène, là, oui, ça va être un peu weird parce que on a moins de jeu un peu, il peut y avoir plus de bruit. Mais si la lumière est belle naturellement parce qu'on est sur le bord de fenêtre, par exemple, la photo va être belle. Je l'ai utilisée en contrat sans aucun problème et les résultats étaient très bons. J'ai monté jusqu'à 40 000 ISO en assignation. Les photos étaient granuleuses où il y avait du bruit, mais elles étaient utilisables. On peut monter jusqu'à 200 quelques mille ISO lorsqu'on fait l'extension de l'ISO, donc lorsqu'on dépasse un peu les capacités officielles de la caméra. Mais parfois, il vaut mieux avoir une photo pleine de bruit, mais avoir la photo, que de ne pas avoir de photo du tout parce qu'on s'est limité à 6400 ISO puis qu'il a fallu faire la photo à très basse vitesse puis la photo est floue. Donc parfois, s'il faut monter, il faut monter. On a la capacité de le faire et la photo est quand même utilisable. Un élément important qui a été amélioré sur ce modèle-là, c'est la capacité Wi-Fi. Ça fait un certain temps qu'on peut travailler en Wi-Fi et contrôler la caméra à partir de notre téléphone ou à partir d'un ordinateur, ce qui était très utile, mais c'était vraiment pas bien fait. C'était compliqué à pairer la caméra et les ordinateurs ou le téléphone. Maintenant, bon, ça pourrait être encore mieux, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Ça se fait beaucoup plus vite. Donc, si pour vous, travailler
en mode Wi-Fi, pouvoir contrôler à partir de votre téléphone ou pouvoir montrer à votre client ce que vous faites au fur et à mesure, c'est beaucoup plus facile qu'auparavant. Au niveau de la batterie, si vous ne personnalisez pas la caméra, que vous utilisez le mode par défaut, qu'il y a un switch entre l'écran principal et l'écran du viseur, l'écran principal, je suppose, prend plus d'énergie que l'écran du viseur, donc vous allez dépenser plus de batterie. De façon générale, les batteries, j'ai peut-être 75% de l'autonomie que je pouvais avoir avant. Ce qui n'est pas si pire que ça. Si on shoot pendant un après-midi au complet, je peux passer à travers mon après-midi. J'ai 2 caméras, donc j'utilise moins de batterie que si j'avais une seule caméra. Parce que des fois, si j'utilise, bon, mettons que j'ai un grand angle et un 70-200 sur mon autre caméra, mais parfois je peux passer 10-15 minutes sur mon 70-200. Pendant ce temps-là, mon autre caméra tombe en mode veille et va arrêter d'utiliser de la batterie. Donc pour moi, passer pratiquement une journée au complet avec les batteries qui viennent de base, j'ai aucun problème. Si vous voulez avoir plus d'autonomie, vous pouvez acheter des batteries supplémentaires. J'en ai trouvé sur Amazon pour moins de 40$ pour 2. Oui, c'est du third party chinois, mais aucun problème, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez aussi acheter le battery pack comme on faisait sur les 70D, les 80D, le 6D. Quand je travaillais avec mes 6D, j'avais le battery pack. Je pouvais mettre 2 batteries. Mais le battery pack, il coûte 600$, donc j'ai 2 caméras, 1200$. Tant qu'à switcher pour une caméra qui est beaucoup plus légère parce qu'il n'y a pas de miroir, j'ai décidé que pour l'instant, je n'allais pas acheter de battery pack. C'est sûr que ne pas pouvoir travailler en mode vertical et de pouvoir le prendre en main, d'avoir mon déclencheur ici comme j'avais avant, c'est sûr que c'est un peu tannant, mais je m'habitue. Puis au niveau de l'ergonomie, bon, ça c'est un élément ergonomique là, qui est un peu tannant. Quand je travaillais avec des 1D, j'ai travaillé avec le 1D jusqu'à Mark III, donc c'était intégré, je l'avais. Après ça, toutes mes autres caméras, le 5D Mark II, 6D, j'avais acheté le battery pack, je pouvais travailler comme ça. Donc là, au niveau de l'ergonomie, c'est sûr que ça me manque un peu, il faut que je travaille comme ça. Je fais moins de photos verticales que j'en faisais avant parce que, bon. Au niveau de l'ergonomie, il y a ça qui est un peu dérangeant. Sur Canon, on est habitué que pour changer l'ouverture, il y avait une roulette ici, généralement. Là, maintenant, c'est la molette qu'il y a ici. Il faut s'habituer à aller la chercher. Puis au niveau ergonomique, je trouve qu'elle est un petit peu reculée. Parfois, je veux le chercher, puis là, il faut comme j'aille chercher mon pouce. Je vais finir par m'habituer, je suppose, mais parfois, mon pouce le cherche un peu. Sinon, au niveau ergonomique, c'est léger. La prise en main est bonne et on s'habitue rapidement à savoir où sont les contrôles. Donc, comme je disais tantôt, je prends mes photos et je peux tout changer sans avoir à quitter l'appareil. Elle est toujours à mon œil, je peux changer tout ce que je veux. Il y a 2-3 petits trucs qui peuvent être tannants, mais qu'on peut désactiver facilement. Quand on va dans le menu, quand on fait l'autofocus, on entend le bip bip. Bon, toutes les caméras font ça. On dirait qu'il est plus fort. Rapidement, je l'ai désactivé et je vous suggère fortement à le désactiver aussi. Ça se trouve facilement dans le menu. Également, quand on prend une photo, avec toutes vos caméras, quand on prend une photo, une copie de l'image apparaît dans l'écran. Et là, on prend la photo, et là, on chimp, on prend la photo, on regarde, ah, ok, c'est beau, elle est bonne, on prend une autre photo. Mais là, je n'ai pas de viseur. J'ai un deuxième écran qui est dans le viseur. Donc, quand je prends une photo, la photo que je viens de prise, je vais la voir ici. Mais si l'appareil photo n'a pas quitté mon œil, la photo va apparaître dans mon œil. Donc, je prends les photos, et au fur et à mesure que je les prends, la photo que je viens de prendre apparaît dans mon œil. Puis là, je ne vois plus ce qui se passe. C'est très tannant. On peut le désactiver. On peut le mettre à 2 secondes, on peut le mettre à 6-8 secondes, et on peut le désactiver entièrement. Je pense qu'à peu près tout le monde qui a acheté le EOS R le désactive après 5 minutes maximum. Donc, on désactive ce mode review-là. Donc, comment on dit ça en français? On désactive le fait qu'on puisse voir les images au fur et à mesure qu'on les prend. De toute façon, c'est WYSIWYG. What you see is what you get. C'est un écran. Lorsque je fais mes settings, lorsque je change mon ISO, lorsque je change mon ouverture, c'est pas un viseur, c'est un écran qui est dans le viseur.
Alors, les changements que je fais, automatiquement, je les vois dans mon écran. Donc, je n'ai pas besoin de voir ou de regarder si ma photo est bonne. Si ce que je vois dans mon œil, c'est la bonne exposition, ben, quand je prends ma photo, c'est la bonne exposition. Alors qu'avant, ce que je voyais dans le viseur, c'est ce qui passait à travers la lentille. Il fallait que je regarde si mon exposition était bonne. Mais là, ce que je vois dans mon viseur, c'est un écran. Et ce que je vois dans mon viseur, c'est exactement ce que la photo va être. Donc, je n'ai pas besoin de chimper, je n'ai pas besoin de regarder ma photo. Ce que je vois dans mon œil, c'est ça que la photo va être. À moins qu'on fasse du studio. Si on utilise des flashs, évidemment, on va garder l'environnement sombre et les flashs vont venir éclairer le sujet. Et là, ce que je vais voir dans mon viseur, ben, c'est du noir parce que mon exposition ne sera pas correcte. On peut désactiver la simulation d'exposition pour pouvoir voir ce qu'on cadre. Et lorsqu'on va prendre la photo, ben là, il va utiliser les settings, le triangle d'exposition qu'on a décidé. Ça va nous permettre de travailler en flash. Pour certains, ça va être important, pour d'autres, un peu moins. En fait, pour tout le monde, c'est plate un peu, mais moi, je considère que c'est pas si grave que ça. Il n'y a qu'une seule fente carte mémoire. C'est des cartes SD. Si vous faites des mariages, pour vous, d'avoir deux fentes carte mémoire et d'enregistrer simultanément sur deux cartes pour qu'il y ait, au cas où il y ait une carte qui soit corrompue, ça peut être important, ça peut être critique avec le EOS-R. Ce n'est pas possible. J'avais pas deux fentes non plus avec mon Canon 6D. J'avais pas deux fentes avec mon Canon 5D Mark II. J'avais pas deux fentes lorsque j'utilisais mon Canon, c'est le 20D, je pense, que j'ai utilisé avant. J'en avais deux quand j'avais mon 1D Mark III. Oui, c'était le fun, mais depuis que j'ai cessé d'utiliser mon Mark III, il y a à peu près 5 ans, 6 ans, que je travaille seulement à une fente, j'ai jamais eu une carte corrompue. À quel point que ça arrive souvent, je ne sais pas. Si on utilise des bonnes cartes mémoire, puis qu'on travaille avec deux caméras, en théorie, la carte ne devrait pas être corrompue. Puis si elle l'est, bien, au moins, on va avoir les photos prises avec l'autre caméra. Si pour vous, c'est ultra important d'avoir deux fentes carte mémoire, achetez pas le EOS R, attendez une prochaine caméra, mais elle va coûter plus cher parce qu'avoir deux fentes carte mémoire, ben, c'est du matériel de plus. Ça prend un processeur qui va être plus puissant et donc la caméra va coûter plus cher. Une petite déception quand même que j'ai aussi, c'est la fente, la prise pour brancher une télécommande a été changée. Donc, pour prendre des photos à distance avec un remote. Si vous en aviez avec des 3 pins, ce que j'avais depuis toujours, ben maintenant, c'est différent. Et donc, toutes les remotes que j'ai présentement, incluant mes télécommandes pour faire du time-lapse, ben, elles ne fonctionnent plus là-dessus. Donc, je vais devoir en acheter des nouveaux. C'est pas que ça coûte extrêmement cher, mais c'est juste plate. Un élément qui peut m'inquiéter un peu, en fait, je ne sais pas si je devrais m'inquiéter, le flip screen, l'écran qu'on peut faire pivoter. Oui, c'est le fun, je peux prendre des photos, j'ai plus besoin de me coucher par terre, je peux y aller comme ça et je fais tourner mon écran, je peux faire des photos de haut et je peux, voilà, m'étirer et voir ce que je fais parce que je peux faire tourner l'écran, mais à quel point c'est solide, si je l'accroche, si je le frappe sans faire par exprès, est-ce que ça va arracher, combien ça va me coûter, je sais pas. Ça fait un certain temps qu'ils ont des flip screens de ce genre-là. J'ai jamais entendu personne dire que ça s'est brisé et ça lui a coûté beaucoup d'argent, mais à quel point c'est solide, je n'ai pas l'habitude d'être un doux avec mon matériel, donc cet élément-là me fait peur un peu, et plus ça va, plus les caméras ont d'électronique, et là, ça, c'est juste de l'électronique à l'intérieur. Donc, à quel point ça va être solide si je l'échappe, si je le cogne, si je cours, puis j'ai mes deux caméras de chaque côté, si les deux caméras se cognent ensemble, ce qui peut m'arriver de temps en temps, à quel point que l'ordinateur interne va subir des dommages ou pas. Ça reste à voir. Je suppose qu'ils ont travaillé là-dessus. Je suppose que c'est solide. Je suppose que c'est pas un boîtier tropicalisé à 100%. Puis à quel point que ça va être sensible à la pluie ou à la neige.
Ça, c'est à long terme que je vais le savoir. Mais sinon, je pense que c'est un boîtier qui est bien construit. C'est juste l'écran que je me demande à quel point il peut se casser puis qu'il peut se graphiner. Puis l'écran, ici, est très important parce que tout se passe sur l'écran. Si j'ai une graphine, si je le cogne, si j'ai quelque chose de pointu qui rentre dedans puis l'écran casse, à quel point je peux continuer à l'utiliser, combien ça va me coûter pour le faire remplacer, je ne le sais pas. Lorsque j'ai décidé de changer d'appareil photo, j'avais le choix entre le 5D Mark IV ou le Canon EOS R. J'ai parlé à Denis Germain, qui est un photojournaliste basé à Montréal, qui fait un peu le même travail que moi, qui lui avait fait le passage, qui avait acheté le EOS R, qui avait aussi des 5D Mark IV, et qui avait fait une vidéo, un peu comme je viens de vous faire, parlant du R, en très bons mots, évidemment. Et on s'est parlé au téléphone, et je lui ai demandé, Denis, qu'est-ce que tu utilises le plus maintenant? C'est quoi ton quotidien? Est-ce que tu utilises ton R? Est-ce que tu utilises ton 5D Mark IV? Et pour lui, c'était clair, son 5D Mark IV était devenu son boîtier backup. La plupart de ses assignations, il les faisait principalement avec le Canon EOS R. C'est ça qui m'a convaincu. Je n'ai jamais moi-même utilisé le 5D Mark IV en assignation. Je n'en possède pas, j'en ai emprunté de personne. Mais pour 1250 à 1500 $ de plus, je pense pas que j'aurais eu quelque chose qui aurait pu justifier ce montant-là. Deux boîtiers, on parle pratiquement de 3000 $ de plus entre le EOS R et le 5D Mark IV. Je suis entièrement satisfait avec le EOS R et je recommande fortement son achat. Vous avez des amis photographes qui ont à changer de boîtier bientôt. Partagez-leur cette vidéo. Ils seront sûrement bien heureux d'entendre la critique que je viens de faire de ce boîtier, le EOS R. Sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou regarder un des deux vidéos que voici.